Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je vois que d'autres participants continuent de s'inscrire. Je vous demande du coup, allez, peut-être encore 1 ou 2 minutes, et puis nous allons commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions, ça va faire arriver les retardataires. Tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Bruno Boucher, chef de projet chez Idéforcar, en charge du développement de l'activité du réseau et du pôle de compétitivité que nous sommes sur le territoire néo-aquitain. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos Meetup for Mobility. Meetup for Mobility du jour qui sera consacré, qui va être dédié au transport durable logistique et finalement à l'optimisation de la chaîne logistique. Je pense que c'est bon. Ce que je voulais vous présenter, c'est que finalement aujourd'hui, en tant que consommateurs, les uns les autres, nous souhaitons tous avoir le choix parmi les produits que nous recherchons, parmi les produits que nous commandons, que ce soit de l'achat en local ou qu'il s'agisse d'achats parfois à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres. Ce qui peut aussi s'expliquer par cette liberté sur ce choix à la consommation et l'explosion finalement du e-commerce que nous remarquons depuis quelques temps maintenant, et donc toute la logistique associée. Ce qu'on souhaite aussi en tant que consommateur, c'est aussi être livré au plus tôt, toujours au plus vite, quel que soit le moyen de transport, mais en tout cas ce souci de la rapidité. Mais aussi parce qu'en tant que consommateur, on souhaite également à ce que ce transport soit le plus durable possible, tout en conservant, je dirais, l'attractivité de notre territoire et notre petit confort de vie sans être forcément perturbé par des flux logistiques, du transport, de la livraison, poids lourds notamment. Tous ces aspects-là, du coup, font que ce webinaire, cet atelier qu'on vous propose aujourd'hui, qu'Idéforcar vous propose aujourd'hui, porte sur le transport durable de marchandises. Je vous propose cet atelier en 3 temps pour faire intervenir 3 acteurs de nos territoires, les territoires d'intervention d'Idéforcar. Un premier temps qui sera dédié sur, je dirais, l'identification des contraintes que se doit d'imposer une grande métropole, en l'occurrence la métropole de Nantes aujourd'hui qui interviendra, pour maintenir à la fois l'attractivité de son territoire, tout en maîtrisant les flux et notamment les flux liés à la logistique. Dans un deuxième temps, nous verrons ensuite finalement comment l'entreprise Glinko, grâce à sa plateforme, grâce à ses applications, met en relation les différents acteurs de la logistique, afin de gagner à la fois en réactivité, mais aussi en compétitivité pour ces différents transporteurs. Et enfin, dans un dernier temps, ce que je vous propose, pour que je dirais la chaîne de la logistique soit la plus complète possible, je laisserai la parole à Fleximodal, qui est spécialiste de la logistique du dernier kilomètre et qui nous expliquera comment optimiser finalement ce transport de marchandises, transport en milieu urbain, parfois dense, grâce à des solutions de logistique décarbonée. Ce que je vous propose, c'est d'entrer directement et immédiatement dans le vif du sujet par une intervention de Maïlik Khoury, qui est chef de projet stratégique de déplacement au sein de Nantes Métropole. Maïlik, c'est à vous. Et bonjour à tous, en tant que je partage mon écran.
Normalement, vous voyez tous ma présentation. Donc, je me Oui, présente, c'est bon. Maëlik Khoury. Je vais aussi mettre la caméra. Voilà. Chef de projet au département des mobilités de Nantes Métropole, en charge en particulier de la question du transport de marchandises sur son aspect mobilité. Il faut savoir que le transport de marchandises à Nantes Métropole est piloté par deux directions, la direction des mobilités et la direction du développement économique, qui montre bien finalement les deux sujets qui nous occupent. C'est rationaliser, décarboner les mobilités et le transport de marchandises, mais aussi les rendre les plus simples, efficaces possibles pour soutenir le développement économique de la métropole. Comme plusieurs collectivités, Nantes Métropole s'est engagée dans une démarche pour travailler sur un pacte pour une logistique urbaine durable et résiliente. On a lancé officiellement cette démarche le 11 juin en présence d'un nombre important d'acteurs économiques du territoire. Et donc, je vais vous présenter la genèse et les objectifs de cette démarche. Nantes Métropole travaille depuis déjà plusieurs années, en particulier dans ce mandat métropolitain, sur une stratégie pour une logistique urbaine durable et résiliente. D'abord, qu'est-ce que c'est que la logistique urbaine? On peut avoir plusieurs définitions. La définition qui nous semble la plus simple et qu'on a retenue pour dans le métropole, c'est l'art d'acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises liés à l'approvisionnement de la ville. Donc, c'est-à-dire que c'est les flux entrants, mais c'est aussi les flux sortants, notamment de type déchets, qui font que la ville, si on veut la comparer à un organisme vivant, a besoin de s'alimenter, puis a besoin aussi d'évacuer ces déchets de fonctionnement. Après, la ville, elle a aussi, c'est un espace sur lequel il y a des transits. Des transits, ce qu'on pourrait appeler la grande logistique. Cette logistique-là, on ne la traite pas directement dans le cadre de ce pacte. Euh, Très rapidement, la logistique urbaine, c'est beaucoup d'enjeux. C'est des enjeux économiques. Pour un produit qui peut avoir parcouru des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à un commerce du centre-ville de Nantes, le dernier kilomètre, ça peut être 30% du coût logistique total. C'est évidemment un enjeu de compétitivité des entreprises. M. Boucher l'a dit dans son introduction, avec le e-commerce qui explose, la livraison de repas qui devient quelque chose aussi de très important dans les villes denses en particulier. Ce sont des enjeux sociaux et nos élus, ils sont particulièrement attachés. On parle beaucoup ces derniers temps, en plus encore d'Uber et du sujet des contrats qui ont été retoqués en CDI dans certains pays européens. D'un point de vue général, on sait que la logistique est caractérisée par des conditions de travail difficiles, des flux tendus, des horaires décalés, de la sous-traitance. Donc, c'est un sujet qu'on veut travailler dans le cadre de ce pacte, puisque c'est aussi près de 10% des emplois de l'ère urbaine, et ça reste aussi un métier un corps de métier dans lequel l'ascenseur social est possible, et donc évidemment à soutenir. Ce sont des enjeux environnementaux. Dans le métropole, c'est près de 300 000 mouvements par semaine. Et d'un point de vue général, au niveau national, on sait que la logistique, c'est 20% de la circulation, mais c'est 30% de l'occupation de la voirie et 50% des émissions de particules liées à la circulation du fait de modes de transport particulièrement carbonés et lourds. Les enjeux sont également urbanistiques. Maëlik, Oui. excusez-moi, on a comme visuel uniquement votre première slide, Ah, alors que vous avez dû passer à la deuxième ou troisième. mais oui, comment ça se fait? Alors, je vais réessayer, je vais mettre fin au partage et puis je vais recommencer, S'il mais vous c'est plaît, surprenant. merci. Sinon, alors, on va recommencer. Là, vous voyez la troisième slide. Est-ce que Tout vous à voyez fait. la suivante? Donc, des enjeux urbanistiques avec des Ouais, entrepôts intégrés dans la ville de Nantes. Là, vous voyez un exemple assez connu maintenant de l'entrepôt à Paris, multimodal, et puis les conflits d'usage des voies de circulation, et puis globalement des questions de flux en ville, puisqu'on est dans le centre-ville où l'accès est de plus en plus compliqué, en alors, particulier avec excusez-moi, Maëlik, les projets on a urbains. uniquement Oui. votre slide 3 à l'écran. On n'a pas l'entrepôt. Alors du coup, est-ce que peut-être il va peut-être mieux que Sinon, passez-le sans forcément qu'on a avoir un une mode solution de de diaporama, capture? passez-le peut-être en. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça Ouais, bouge. ouais.
Si vous pouvez peut-être agrandir simplement ou réduire le volet sur la partie verticale droite et on verra mieux. Mais en effet, on voit l'entrepôt. Alors, je viens de le faire. Est-ce que vous le voyez mieux? Là, j'ai bougé, je rebouge. Non, ça ne bouge plus. Non. Bon, apparemment, on a un problème technique. Bon, ce que je vous propose, c'est de Euh, poursuivre. On a quand même on arrive quand même à identifier votre Ouais, bah, texte. je vais. Oui, ça. Ouais, merci. Ok. Bon, très bien. Euh, Voilà. Ce qu'on a déjà fait, le métropole ne part pas de rien. On a deux actions. Une première action, c'est un appel à projet flux, fabricant la logistique urbaine ensemble, qui a permis à 17 projets lauréats d'être accompagnés, a permis une mise en relation inédite des acteurs publics et privés de la logistique. Et puis, donc c'est déjà un préambule à la démarche de PAC dont j'ai parlé tout de suite après. Et puis, les frais identifiés à lever, on s'est rendu compte que, par exemple, la question de l'accès au foncier était un sujet très compliqué et que même à travers cet appel à projet, on n'avait pas réussi à mettre en œuvre toutes les solutions et tous les projets qu'on voulait pousser. Et donc, ça nous a poussé justement à essayer d'aller plus loin. Et puis, une évolution de la livraison d'accès dans le centre-ville de Nantes, avec, depuis 2009, un bonus environnemental pour les véhicules propres et, à partir du 15 septembre 2021, une restriction d'accès pour les véhicules thermiques. Pour faire simple, le but, c'est de favoriser les véhicules propres en leur permettant d'accéder toute la journée, de simplifier la réglementation avec les mêmes règles pour tous les livreurs, là où on avait un arrêté assez compliqué avec plein de catégories. Des livreurs qui peuvent commencer aussi plus tôt le matin, donc dès 4 heures du matin, et puis d'encourager l'utilisation de véhicules plus capacitaires pour limiter les flux. On poursuit donc 5 objectifs principaux dans cette démarche. Rationaliser et optimiser la chaîne logistique, favoriser la transition énergétique des acteurs, insérer cette activité dans le tissu urbain, promouvoir des conditions et un environnement de travail satisfaisant, je l'ai vu, je l'ai dit, et également sensibiliser les consommateurs sur les impacts environnementaux et sociaux de la logistique. On a dit on veut tout de suite et en même temps on ne veut pas de nuisance. Donc comment est-ce qu'on peut se rendre compte des impacts de nos actions de consommation? Pourquoi est-ce qu'on met en place un pacte? Parce que la métropole, comme toutes les métropoles de France, hein, n'a pas de compétences sur le transport de marchandises, mais des leviers d'action indirects, via la réglementation, la planification, la gestion de l'espace public. On est donc sur un nécessaire dialogue avec les acteurs économiques et c'est bien l'objet de ce pacte, c'est une co-construction, une feuille de route avec les acteurs du territoire qui va commencer là, avec la concertation qui démarre dès septembre et qui doit aboutir. L'idée, c'est que d'ici l'été 2022, on aboutisse à la signature de ce pacte. Je ne vais pas détailler trop les chantiers qu'on a en cours, et puis surtout, si vous ne voyez pas mon écran, ça risque d'être un peu fastidieux. Simplement dire qu'on travaille sur l'aspect foncier, qu'on travaille sur l'aspect des bornes d'avitaillement, qui est un sujet évidemment essentiel si on veut encourager les acteurs à décarboner leur logistique. On travaille aussi sur la logistique fluviale, en particulier sur les chantiers métropolitains, qui nous semblent être un vecteur intéressant pour utiliser le fleuve, mais pas que. Et voilà, on a cette vocation, cette volonté d'encourager l'usage de nos fleuves de façon plus importante pour le transport de marchandises. On s'inscrit pour cette démarche dans un programme, pardon, Je vous propose, Maïlik, je vais qui reprendre la main. s'appelle. Je vais reprendre la main sur votre Oui, diaporama parce que du coup, vos slides ne défilent pas. Je reprends la main, je me permets. bien sûr, allez-y. Normalement, c'est Très bien. bon. Vous devriez avoir C'est la bon, si vous page pouvez 7. aller, si vous pouvez aller directement à la page 14. Voilà, je reviendrai sur des points éventuellement plus tard si c'est nécessaire. Donc, on s'est intégré dans la démarche interlude, innovation territoriale et logistique urbaine durable. On est une des premières collectivités à s'être impliquée dans cette démarche. L'objectif, c'est donc un programme national qui vise à encourager, accompagner 50 PCI à terme dans la mise en place de chartes de logistique urbaine durable. Nous, à nos métropoles, on l'appelle pacte de logistique urbaine durable, avec le soutien en particulier du CEREMA et de logistique low carbone. On peut passer à la diapo suivante.
Cette démarche, elle se base sur trois temps. Un temps de diagnostic qui est déjà bien avancé, avec notamment l'aide de notre agence d'urbanisme. Un temps de concertation qui va démarrer en septembre, et puis un temps d'engagement sur des actions dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette méthode, on peut passer aux diapo suivantes et même celle d'après. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà réuni un certain nombre d'acteurs fin mai, 14 représentants qui étaient réunis par Logistique Le Carbone. Ce qui m'intéresse dans cette démarche de vous montrer, c'est quelles étaient les attentes du pacte. Et je pense que c'est les attentes qui se retrouvent assez largement. C'est d'abord d'avoir une vision à moyen terme, parce que le plus important pour les acteurs économiques, c'est de pouvoir projeter leur business model. C'est-à-dire que les contraintes peuvent être acceptables à condition qu'elles soient anticipées, notamment, mais pas que, sur la question de l'accès et des contraintes environnementales qu'on peut mettre sur le transport. On vous a demandé, si possible, d'avoir une plateforme d'accompagnement, de conseil et de communication pour aider les petites structures à avoir accès à l'information. Et puis, d'avoir de la donnée sur le flux. Ça, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin et qui est assez compliqué à recueillir. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs en parler là, lors de ce webinaire. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel, le transport de marchandises, on a toujours la difficulté à avoir de la donnée. Si on peut passer à la slide suivante, au final, on a 6 groupes de travail avec l'objectif d'un copilotage qui est en train de se mettre en place dans la mesure du possible, public et puis privé ou voilà, représentants des professionnels. Un groupe sur le foncier et l'immobilier logistique, un groupe sur les conditions de livraison, le stationnement, la réglementation, le verdissement des flottes, donc vraiment le déplacement. Un groupe sur la logistique des chantiers du BTP, qui est un sujet important, notamment en ce moment dans la métropole avec tous les chantiers qu'on prévoit. Un groupe sur la logistique des circuits alimentaires, notamment avec le mine. Un sur les démarches de responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, un sur la gestion des déchets de livraison. Sachant que l'intermodalité, dont le fluvial, mais aussi par exemple la cyclo-logistique, sont traités dans chacun de ces groupes. Le cadencement des groupes de travail, le temps 1, l'idée c'est de se retrouver, en gros, d'avoir 3 temps à chaque fois en présentiel, et puis des travail en réseau entre les deux, avec un premier temps sur le partage de l'objectif et des premières actions, un deuxième temps sur les actions à consolider, puis le troisième, ça sera vraiment la validation collective des fiches actions. C'est une démarche quand même assez lourde, assez ambitieuse. Hein. On a plus de 50 acteurs par groupe de travail, donc il faut vraiment qu'on mette en place une concertation qui soit efficace et pas trop chronophage. Pour finir, sur un calendrier, où en sommes-nous? Donc la dernière diapo. On a lancé le 11 juin officiellement donc, cette action. Auparavant, on avait des temps de préparation avec des acteurs économiques et puis en interne en métropole. En septembre-décembre, ça va être les groupes de travail avec une première restitution en décembre et puis l'approfondissement au premier semestre 2022 des fiches d'action, l'écriture de ce pacte pour arriver à une signature à l'été. Donc un an de travail devant nous pour arriver à une charte co-construite. Je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition si vous souhaitez échanger. Merci Maïlik, oui. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure aux participants, vous avez le chat sur la partie basse de votre écran pour pouvoir nous poser et poser les questions aux intervenants, autant de questions que vous le souhaitez. Merci Maïlik, c'est vrai qu'en effet, c'est bien de voir qu'en effet, il y a les métropoles, entre autres, imposent des contraintes en termes de circulation, parfois l'interdiction de circulation aux poids lourds dans les milieux urbains, parfois des péages. Urbains ou des interdictions de stationner. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez stipulé, c'est aussi la mise en place de politiques d'encouragement finalement sur certaines stratégies, notamment de transport liées à la logistique. Merci à vous. S'il n'y a pas de questions maintenant, on va enchaîner immédiatement et puis on passera aux phases de questions ensuite. Ce que je vous propose donc de passer la main à Vincent Rico, qui est directeur technique chez Glinko, et qui du coup va nous parler de la plateforme et des applications qui permettent de mettre en relation les différents acteurs de la logistique pour, comme je le disais tout à l'heure en introduction, gagner en termes de réactivité et de compétitivité vis-à-vis des différents transporteurs. Vincent, c'est à vous. Merci. Hop là, je me mets en place.
C'est tout bon pour nous. Le visuel, c'est bon. Merci. C'est bon pour la présentation, vous voyez? Oui, tout à fait. Ok, ça roule. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Vincent. Donc, je suis responsable technique pour Glinko. Donc, rapidement, je vais vous présenter un petit peu notre entreprise et le projet Glinko avec la réflexion qu'il y a eu de fait sur le modèle du transport VL de marchandises. Ensuite, notre positionnement en tant qu'expert du transport urgent. Le cœur du réacteur, notre algorithme aujourd'hui qui nous permet de trouver des solutions. Et après, nos perspectives et nos ambitions. Donc, tout d'abord, Glinko, qui sommes-nous? Donc, Glinko est un commissionnaire de transport digital, donc spécialiste du transport urgent en véhicules légers, donc véhicules de moins de 3,5 tonnes. Donc, le projet, en fait, il est né à la base en 2018, donc de la rencontre en fait entre David Merceron, qui est gérant d'une société de transport urgent, et de Bouraoui Seguier, qui est commissionnaire de transport, donc qui avait une société donc sur Roissy pour gérer tout ce qui était marchandises à flux tendu, time critical pour des clients spécifiques. Et donc ces deux personnes avaient un souhait de mener en fait un projet commun qui était en fait de proposer un nouveau modèle pour les coursiers urgents, et donc en organisant en fait la profession et optimiser en fait les milliers de kilomètres à vide qui sont faits quotidiennement par tous les véhicules des coursiers. Donc après 1 an et demi en fait de développement, de réflexion, on a pu mettre en place une première proposition et une première solution à proposer à nos utilisateurs, donc que ce soit à des donneurs d'ordre comme à des coursiers. Et donc l'année dernière, on a pu réaliser 2 millions de chiffres d'affaires sur l'année, et les perspectives de 2021 seraient de terminer à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, Glinko, c'est une société qui représente 15 salariés, donc avec un âge moyen de 28 ans. On est basé à La Roche-sur-Yon, et la société est organisée en fait en 3 pôles. Donc il y a un premier pôle qui est le pôle affrètement, donc où on va venir gérer en fait les transports du quotidien. On a un pôle commerce qui nous permet d'un côté de suivre toute la communauté de coursiers avec qui on travaille, et de l'autre côté, on a la partie commerce pour démarcher des nouveaux clients et des grands comptes. Donc, on a vraiment deux équipes séparées pour ça. Et après, il y a le pôle technique dont je suis responsable pour faire toute la partie développement, donc avec les équipes de développeurs pour faire tout ce qui est innovation, amélioration et développement de l'appli et de notre site web. Donc rapidement, je vais vous présenter un petit peu la situation qui avait été, l'état des lieux qui avait été fait en fait il y a 3 ans de ça, au tout début du projet. Donc juste pour vous expliquer comment fonctionnait le transport urgent. Donc aujourd'hui, enfin il y a 3 ans, excusez-moi, il y a une course urgente en fait en dédié. C'était le départ d'un coursier vers le point d'enlèvement. Donc typiquement, vous aviez une palette par exemple à envoyer entre Nantes et Paris. Donc le coursier allait faire son approche vers Nantes. Il allait faire l'enlèvement au point A, et après, il allait faire sa livraison au point B, et il allait revenir chez lui. C'était un transport dédié, et donc ça, typiquement, on calculait sa boucle kilométrique fois son taux kilométrique, et ça, c'était un transport que vous pouviez toucher à 400 euros. Donc par rapport en fait à ce modèle qui était proposé par des coursiers principalement français, qui était relativement cher, la seule réflexion qu'il y a eu à l'époque, ça a été de chercher en fait une concurrence étrangère sur laquelle on pouvait jouer sur les coûts en fait du salarié avec des coûts moins importants avec des salariés détachés. Donc en fait, face au modèle français, on a pu avoir justement, je ne sais pas si vous avez déjà identifié ces véhicules qui peuvent être arrêtés sur des aires de repos, des véhicules souvent avec des chauffeurs en fait des pays de l'Est. Mais en fait, ces travailleurs-là, voilà, sont sur attendent en fait d'être rechargés et travaillent uniquement au kilométrage chargé. Donc en fait, ils vont faire la course de Nantes à Paris. Ensuite, ils vont attendre sur Paris, ils vont attendre un rechargement, et après, ils vont aller sur Lyon, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est vraiment un modèle au kilométrage chargé, mais qui a pu être optimisé parce que c'était des travailleurs détachés. Donc, malgré qu'il y ait une loi sur le cabotage qui leur interdise de recharger plus de 3 fois en France avant de repartir avant de repartir à l'étranger, ça, c'est des choses on s'aperçoit que ce n'est pas forcément respecté. Donc voilà, donc face à ce modèle-là, qui pouvait proposer des courses à très bas coût, on a dû s'organiser et organiser justement la profession. Donc grâce au projet Glinko et justement au nouveau schéma qu'on a voulu mettre en place,
Donc l'idée, c'est que les coursiers français maintenant travaillent sur le même modèle de pouvoir justement optimiser leur transport. Et l'idée, c'est de pouvoir réduire le coût de ces transports. Donc maintenant, Glinko est capable de proposer des solutions au kilomètre chargé avec des coursiers français grâce à un algorithme aujourd'hui qui permet d'optimiser les retours à vide. Donc tous les retours à vide de nos coursiers, on les a, on les référence. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, on a une réelle plus-value vis-à-vis de nos clients où on va pouvoir leur proposer cette solution. Et c'est pour ça que depuis janvier 2021, Glinko normalise l'urgence pour nos clients. Donc, on a vraiment mis en place un outil qui est concret sur lequel ils peuvent déposer instantanément une demande de transport. Et donc là, typiquement, voilà, si vous demandez sur Glinko un enlèvement à Nantes d'une palette, donc ça va vous proposer un enlèvement donc dans 2 heures, donc à 1h30, où vous allez pouvoir avoir un tarif pour une course Nantes-Paris à 270 €. Donc, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est simplement pour que vous puissiez bien saisir le transport urgent, le schéma initial, la concurrence qu'on a eue avec des chauffeurs étrangers. Et là, le fait de retravailler en fait sur l'optimisation des kilomètres, retour à vide. Et en fait, maintenant, voilà, on est capable de proposer des tarifs très compétitifs à nos clients. Donc, notre positionnement, donc, Glinko en fait propose à tous ses clients, donc qui sont principalement des transporteurs généralistes. Hein. Donc, vous voyez un petit peu les clients avec qui on travaille. Donc, ces transporteurs généralistes, ils ont beaucoup de volume parce qu'en fait, ils travaillent principalement sur de la messagerie. Mais dans tout ce volume en fait de transport, il y a quelques transports avec des missions qui vont être du transport dédié, du particulier avec des impératifs vraiment importants, parce qu'il peut y avoir des ruptures de chaîne ou des enjeux qui soient importants liés sur ce transport. Et donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir leur dire, vous retirez ces missions qui sont un petit peu complexes de votre côté et vous les saisissez sur Glinko. Derrière nous, en instantané, on va leur donner le tarif et on va leur mettre une solution garantie. Sachant qu'aujourd'hui, dans le transport, si vous souhaitez mettre en place une solution de transport urgent, vous allez consulter vos 4-5 prestataires habituels et ils vont vous faire des retours avec une solution, sans solution. Ça va être un petit peu compliqué. Là, du coup, on aura la proposition de tarifs garantis. Donc là, du coup, c'est côté client. Donc ensuite, cette offre, elle va arriver côté Glinko, donc au niveau de l'équipe affrètement, où on va récupérer la demande et elle va être traitée. Et ensuite, il y a l'équipe Glinko fait le lien aussi avec toute la communauté donc, de coursiers. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près 1500 personnes qui sont connectés sur l'application et donc ils vont pouvoir faire des retours, donc venir faire des chats sur des offres en fait qui les intéresseraient, venir faire le suivi de leur transport, signaler des problèmes. Voilà, donc tous les retours sont faits avec l'outil Glinko sur le mobile. Donc à la base, il faut savoir que au lancement de Glinko, le premier modèle, c'était créer une marketplace en fait où on venait faire uniquement de la mise en relation entre les donneurs d'ordre et les coursiers. Donc ça, c'était vraiment le premier modèle. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y allait avoir une problématique, notamment par rapport au multi-référencement des coursiers. Parce qu'à partir du moment où un client vous demande une course, si on met un coursier en face A, il va falloir que le coursier A soit référencé chez le client. Le lendemain, s'il y a un nouveau transport, ça va être le coursier B qui va faire la course, il faudra qu'il soit référencé chez le client. Donc, il y avait cette problématique-là. Donc, l'idée du référencement maintenant, c'est qu'uniquement Glinko soit référencé chez les clients et que nous, derrière, on déroule pour tous les coursiers de la communauté. Et la seconde aussi chose qui était un petit peu complexe sur le fait de mettre les deux entités en fait en relation directe, c'est pareil, c'est que le coursier, par exemple, si c'était un coursier indépendant, donc tout seul avec un véhicule, il avait du retard, il a une panne de véhicule, derrière, il n'a pas forcément de plan B à proposer au client. Là, nous, Glinko, on prend les devants, on peut mettre en place une solution de backup pour pouvoir justement ne pas planter, ne pas répondre aux aléas et aux impératifs du transport. Donc aujourd'hui, Glinko, comment on fonctionne? Donc rapidement, je reviendrai dans le détail après. Donc on réceptionne la demande. Ensuite, on va qualifier la mission et après, on va suivre le transport. Donc, pour commencer, la réception de la demande. Donc, par rapport en fait à toutes les années d'exploitation, à toutes les données d'exploitation qu'on a eues au cours de l'année 2000, on a pu définir, si vous voulez, un algorithme qui propose aujourd'hui des prix vraiment en dynamique en fonction de la densité des flux.
Donc, on a bien analysé où est-ce qu'on avait des zones fortes, zones faibles sur les secteurs géographiques, en fonction des horaires, en fonction des types de véhicules. Voilà. Donc, on a réussi à définir des règles de calcul qui permettent aujourd'hui, en fonction de votre demande, de pouvoir vous proposer le tarif qui correspond le mieux justement à votre demande. Donc là, allez, on va dire que 80% de notre business, 80-90%, ça se passe sur des demandes relativement basiques. Donc voilà, il y a une palette à déplacer, comme je vous l'ai dit, un Nantes-Paris avec des horaires voilà, basiques. Et donc là, du coup, vous avez votre tarif garanti. Et après, il y a des demandes un petit peu plus spécifiques sur lesquelles vous pouvez avoir de la matière dangereuse, donc ce qu'on appelle ADR, passage en douane, transport d'animaux. Enfin voilà, on a un petit peu tout ce qui est, on va dire, exotique. Et là, du coup, il va y avoir la mise en visibilité de la plateforme, de l'offre sur la plateforme. Et tous les coursiers de la communauté vont pouvoir venir chatter pour dire, tiens, ben, je suis intéressé, je peux vous réaliser le transport, etc. Et ensuite, on fera le retour après à notre client initial. Donc ça, c'est là, dans un premier temps, la réception de la demande. Après, on va qualifier et analyser nos solutions. Donc, un spécialiste de l'équipe affrètement Glimco prend en charge la demande. Il va faire en fait un travail d'expertise sur les dossiers un petit peu compliqués. Donc, comme je vous le disais, si par exemple il y a de la matière dangereuse, il y a des codes bien particuliers pour liés à la matière, à l'emballage. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont vraiment spécifiques. Et typiquement, il y a certains affréteurs pour qui ça peut être un peu compliqué de recevoir cette demande du client et de la traiter. Donc nous, voilà, on se propose de récupérer ces demandes et de pouvoir justement les traiter et proposer des solutions. Et après, pour le reste, pour le gros du business, donc l'équipe Glimco va mettre en visibilité justement la course sur la plateforme et va faire tourner l'algorithme pour pouvoir trouver des solutions sur les retours à vide. Et donc là, l'algorithme va pouvoir sortir justement les coursiers les plus pertinents par rapport à leur trajet à vide. Donc je vais revenir derrière sur l'algorithme. Et en troisième point, du coup, après, on a tout le suivi de la mission. Donc, si vous voulez, à partir du moment où le coursier a été missionné par Glimco pour réaliser le transport, donc il va pouvoir prendre la course sur son application, remonter si jamais il y a des incidents, si jamais il y a des aléas particuliers sur le transport. Donc, tout ça, ça va pouvoir être signalé. Et après, à la fin du transport, on vient directement générer la lettre de voiture. Donc, l'expérience en fait digitale du transport est vraiment de A à Z, puisque aujourd'hui, on a surtout des lettres de voiture papier. Vous laissez une copie sur le point d'enlèvement, une copie au point de livraison et vous gardez une copie en tant que chauffeur. Là, derrière, voilà, on est venu digitaliser cette partie-là. Et après, on envoie par mail le fichier PDF de la lettre de voiture signée par les différentes personnes. Donc vraiment, tout cet outil-là, ça a été mis en place de manière à ce que l'équipe Glimco puisse anticiper tous les aléas et vraiment suivre en fait toute la communauté de coursiers sur les transports. Donc voilà un petit peu la partie, on va dire, suivi de transport. Et après, au cœur de notre système, le cœur du réacteur, si vous voulez, c'est vraiment l'optimisation des retours à vide. Donc comment on va travailler? Donc dans un premier temps, ça va être de récupérer ces retours à vide. Donc les coursiers de la communauté, si vous voulez, ils peuvent faire une livraison, ce qu'on appelle une livraison spot, one shot, où vous avez un client qui vous demande d'aller livrer une palette à Marseille demain. Donc ça, typiquement, demain, le coursier va aller livrer à 8 heures à Marseille. Il va pouvoir nous dire qu'à 8 heures, il va être vide à Marseille et qu'il sera sur son chemin de retour pour revenir sur la région des Pays de la Loire, par exemple. Et on va prendre en fait tous ces retours à vide. Donc après, il y a également des retours à vide, ce qu'on appelle réguliers, avec des navettes que peuvent avoir les coursiers. Donc vous pouvez avoir un coursier de Nantes qui, tous les jours, va livrer sur la région parisienne entre 8 et 10 heures, par exemple. Et donc là, il peut nous signaler qu'à 10 heures, il va partir de Paris pour revenir de Nantes. Et donc, grâce à ça, en fait, on a accumulé de nombreux trajets itinéraires en fait, assez répartis sur toute la France. Et donc, l'idée, en fait, par rapport à tous ces retours à vide, c'est d'enregistrer tous les itinéraires. Et lorsque l'équipe exploitation va avoir une demande de transport, donc on va la rentrer justement dans notre algorithme. Et notre algorithme est chargé en fait d'aller étudier en fait tous les itinéraires renseignés dans la communauté pour voir si déjà au niveau donc du trajet, combien de kilomètres supplémentaires ça va pouvoir rajouter au coursier. Est-ce qu'on va pouvoir tenir les impératifs, notamment au niveau du temps de chargement? Est-ce que notre coursier va être à l'heure pour pouvoir justement prendre la palette? Donc, on vient déjà élaguer tout le travail qui aurait dû être fait
étape par étape pour voir si le coursier correspond bien. Tout ça, on l'a automatisé. Et à la fin, par rapport au type de véhicule utilisé par le coursier, on donne déjà un budget à l'équipe exploitation Glinko qui pourrait être attribué au coursier. Parce que voilà, ça va lui faire une boucle peut-être de 50 km de plus sur son trajet de retour. Ben, on peut lui proposer un certain tarif pour ce trajet-là. Donc, c'est vraiment le cœur en fait, de Glinko, c'est travailler sur l'optimisation de ses retours à vide pour pouvoir avoir les meilleures solutions d'optimisation. Donc, voilà un petit peu notre solution. Derrière, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment de devenir un réflexe quotidien pour nos clients, que ce soit donc les grands transporteurs, comme on en a parlé avant. Donc, les grands transporteurs, il faut savoir que aujourd'hui, on a construit Glinko pour pouvoir se connecter avec eux. Donc, demain, s'ils ont une demande de transport gérée sur leur logiciel, sur ce qu'on appelle sur leur TMS, l'idée, c'est de pouvoir recevoir les flux directement depuis leur TMS sur Glinko. Donc ça, on est en train de mettre en place justement ces passerelles-là avec quelques grands donneurs d'ordre. Donc on reçoit les flux et après, l'idée, c'est de leur faire les retours, donc ce qu'on appelle après des flux bidirectionnels. Donc tout ce qui va être les retours d'informations liés au transport. Donc ça, c'est pareil, on va pouvoir leur faire en direct. Donc ça, c'est vraiment un point très important qu'on est en train de mettre en place. Ensuite, on a vraiment la volonté de fédérer la communauté de coursiers. Parce que c'est un monde qui, voilà, il y a souvent des nouvelles sociétés de coursiers qui se créent. Et donc, vraiment, il y a un travail énorme à faire pour fédérer cette communauté. Et l'idée, c'est de créer en fait un réseau dynamique de transport urgent en France. Donc, vraiment, pour se dire, voilà, il y a un jour, vous allez faire la cartographie de votre réseau par rapport à leur retour à vide. Le lendemain, en fait, ce réseau, il sera toujours là, mais il aura évolué parce que les coursiers sont continuellement en déplacement sur la France et c'est ça qu'il faut réussir à construire pour pouvoir justement gérer l'optimisation. Et donc, en fait, on a aussi la stratégie de mettre en place des hubs sur certaines régions. Donc, par hub, j'entends en fait des plateformes d'échange, hein, si vous voulez, qui permettent des fois de mettre un colis en stand-by le temps que vous ayez une ligne régulière qui passe sur ce point. Après, il faut bien savoir que voilà, on reste dans la course vraiment urgente. Donc, la majorité de nos demandes, c'est de l'enlèvement pour ce qu'on appelle de la livraison foulée. Donc, c'est à suivre. Hein, vous prenez le colis et vous allez le livrer en foulée. Ou alors, sinon, c'est à J+1. Mais on est vraiment sur des délais de livraison très serrés. Après, on souhaite développer la solution au niveau de l'Europe. Donc, on est déjà en train de regarder pour des implantations particulières sur les parties frontalières. Et donc, après, l'idée, ce sera d'aller se développer sur les pays frontaliers. Et ensuite, toujours, on garde à l'esprit de réduire l'empreinte carbone générale générée par ce secteur VL, puisque voilà, notre objectif, ce serait qu'à terme, vous ayez de moins en moins de véhicules à vide, puisque, voilà, comme je vous l'ai expliqué, initialement, on avait plus de la moitié du temps des véhicules qui roulent à vide. Et l'idée, là, c'est de réduire cette proportion pour que voilà, de plus en plus de véhicules soient remplis. Voilà donc un petit peu pour Glinko et ses ambitions. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Merci Vincent pour cette présentation. Oui, quelques questions. Une première question de la part de monsieur, j'imagine, Garnier, qui nous demande si Glinko a des partenaires sur l'ensemble de la France, notamment sur Brest et son territoire, parce que finalement, sur ces territoires-là, qui sont parfois peu fréquentés, je dirais, les retours à vide risquent d'être plus fréquents, plus nombreux. Donc, du coup, comment est-ce que vous arrivez à les gérer? Voilà, donc on a identifié en fait certaines zones un peu compliquées, on va dire, et effectivement, Brest en est bien une. Donc l'idée après, c'est de pouvoir aussi dire, les retours à vide du coursier, il peut, s'il va juste par exemple à Rennes, un Brest-Rennes, ça va être compliqué, effectivement, d'optimiser là-dessus. Par contre, si votre coursier va jusqu'à Strasbourg, jusqu'à Marseille, déjà, il y a une grande partie du trajet sur laquelle il va pouvoir recharger. Et si sur ces trajets-là, déjà, on peut faire 70% d'optimisation jusqu'à ramener sur Rennes, par exemple, ça peut être déjà quand même une belle optimisation pour ces trajets-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est des situations géographiques un petit peu particulières. Et nous, on essaye justement sur ces parties-là d'avoir des hubs pour pouvoir mettre à disposition des coursiers justement plus de marchandises et plus d'optimisation possible.
D'accord. À titre personnel, j'avais aussi une autre question. Alors, ça relie aussi avec la présentation de Maïlik tout à l'heure côté Nantes Métropole. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, à prendre en compte je dirais les contraintes de trafic que peuvent mettre en place certaines métropoles, Alors ça, en termes de justement, ouais, temps de parcours notamment? Hmm. ouais, bah, c'est des problématiques en fait, auxquelles on est très touché parce qu'en fait, si vous voulez, bah, les impératifs de nos clients, des fois ne prennent pas en compte ça. Hein. Voilà, vous avez une livraison à faire à l'autre bout de Paris. Bah, le client, lui, en général, quand vous lui mettez réellement le temps de transit qu'il va devoir faire, bah, des fois, c'est pas toujours en phase. Maintenant, c'est des réalités qu'on est capable de remonter grâce à l'outil. Et donc, de plus en plus, voilà, on va être capable, grâce à toutes les données qu'on est en train de mettre en place des choses pour anticiper justement tout ça et pouvoir dire au client, bah, attendez, là, voilà, vous nous demandez un transport, il y a des contraintes particulières. Donc derrière, nous, voilà, on est capable de vous réaliser le transport, mais avec ces impératifs-là, quoi. Très bien. C'est noté. Merci Vincent en tout cas pour cette présentation. On a bien compris toute la mutualisation, l'optimisation des courses que Glinko réalise sur du transport inférieur 3 tonnes 5, plutôt sur le modèle routier. Et du coup, c'est la transition qui va bien pour s'intéresser, je dirais finalement maintenant à la partie la plus dense, la plus urbaine, et sur lesquelles Fleximodal par exemple propose des solutions en termes de logistique décarbonée. Donc, un petit focus via Charles Levillain, qui est dirigeant de Fleximodal. Charles, c'est à vous. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci pour ces premières interventions qui balayent enfin, l'exhaustivité de la logistique et de ses enjeux. Moi, je vais me focaliser un peu plus sur, comme vous disiez, sur la logistique urbaine, avec un exemple concret de solutions et d'applications qui répond aux enjeux qui ont pu être évoqués par la présentation sur Nantes Métropole. Donc moi, je suis dirigeant de Fleximodal, une société qui développe des solutions qui cherchent à réduire en fait l'impact des ruptures de charge de la logistique pour faciliter le recours aux véhicules les plus adaptés à chaque situation. Et donc nous, on se focalise sur la logistique urbaine décarbonée, en permettant en fait de combiner les enjeux de manutention et de transport pour limiter l'impact des ruptures de charge, autour principalement d'une solution qui est la remorque BC-Lift, qui permet en fait de soulever et transporter des marchandises de la palette au colis. Donc, en fait, ce produit fait l'objet d'un brevet qui permet de lever la charge sans effort, sans apport d'énergie extérieure, et qui est basé sur le format de la palette Europe 120-80 ou 120 par 100. Mais l'intérêt, c'est qu'on est vraiment un outil qui est intégré dans la chaîne logistique en s'adaptant au type de flux principaux. Et donc, cette solution pour le transport de palettes est utilisée dans de nombreuses métropoles françaises et européennes pour la livraison de palettes en centre-ville sur des flux diffus. Hein. L'idée n'est pas de tout transporter à vélo. Un flux massifié de plusieurs palettes pour un même destinataire n'a pas d'intérêt à être transporté autrement qu'un véhicule lourd. Mais pour les flux diffus dans les zones difficilement accessibles, le vélo et cette solution de remorque transpalette est vraiment intéressante et est utilisée par des acteurs majeurs du transport européen. Donc ça, c'est le premier volet de notre application principale, c'est le transport de palettes. Et au-delà de ça, parce que les palettes représentent moins de 10% des flux urbains, qui est dominé par les flux de colis qui ont vocation encore à exploser. J'avais le chiffre de 11% de croissance du e-commerce, mais ça, c'était avant la crise Covid. Donc ça progresse encore plus fort. Et face à ça, des contraintes urbaines de circulation qui ont pu être exposées en introduction, qui font qu'il y a un peu une énorme contrainte qui se pose sur cette livraison des colis et le besoin de rechercher des solutions qui vont répondre à ces enjeux.
Parce qu'aujourd'hui, la livraison de colis à vélo s'appuie sur de nombreuses ruptures de charge, puisque les colis vont être récupérés dans les plateformes logistiques situées en périphérie des agglomérations. Elles sont rapportées dans des espaces logistiques urbains, qui sont souvent des garages ou des zones à fort coût par rapport aux fonctions de logistique. Donc, les colis sont transférés, triés, stockés, puis chargés dans les vélos qui partent en tournée. Donc, c'est énormément de temps de manutention qui pénalise aujourd'hui le recours à ce type de solution. Et donc, l'idée derrière, c'est de voir un peu ce qui a pu, à d'autres échelles, faciliter la logistique entre plusieurs véhicules et faciliter en fait le recours aux véhicules les plus adaptés. Le porte-conteneur pour les grandes distances massifiées et après les poids lourds qui vont assurer la diffusion des marchandises transportées par ces flux massifiés. Donc l'idée, c'est un petit peu de voir comment on pourrait dupliquer ce principe de conteneurisation à la logistique urbaine. Et en fait, de remplacer chaque rupture de charge qu'on a aujourd'hui dans la logistique des colis par le transfert de contenants standardisés, adaptés aux flux logistiques massifiés. Et donc l'idée, en fait, c'est de développer un micro-conteneur adapté à la typologie et aux contraintes de circulation de la logistique urbaine. Et rien de mieux pour comprendre un peu le type d'application et les intérêts de ces solutions-là qu'un exemple d'application avec la société ULS qui est basée à Strasbourg et qui a mis en place une logistique fluviale et vélo pour la distribution des colis, des colis et pas que de colis, vous allez le voir, dans le centre-ville de Strasbourg. Et rien de mieux pour le voir qu'une petite vidéo qui va vous mettre un peu en lumière ce type d'application. En 2017, la ville de Strasbourg a la volonté de changer les modes de distribution au centre-ville. L'industriel alsacien Thomas Castan propose alors son idée, Urban Logistics Solutions. Alors ULS, Urban Logistics Solutions, c'est une solution de logistique urbaine où on remet les voies d'eau en fait au cœur des dispositifs de logistique urbaine. Donc on utilise des bateaux qui rentrent dans les centres urbains, dans les centres-villes. Et avec ces bateaux, après, on a des vélos assistance électrique qui prennent le relais pour aller faire les livraisons de tout ce qui peut rentrer dans un centre-ville. Aussi bien une enveloppe de 5 grammes, un colis de 5 kg, mais aussi un fût de bière de 40 kg ou 6 tonnes de pavés comme on a fait dernièrement. Nous avons une navette fluviale quotidienne qui vient rejoindre en 27 minutes le quai des pêcheurs, le Fischerstaden en plein centre-ville. Dans notre solution globale, nous avons toujours une livraison à l'aller et une collecte au retour. Et donc la collecte, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, là par exemple, c'est des collectes de déchets recyclables. Alors on est prestataire pour des chargeurs en fait, des chargeurs qui nous confient leur fret. Ces chargeurs ont pour la plupart à cœur de trouver ces solutions innovantes et ces solutions décarbonées pour aller servir la livraison du dernier kilomètre dans le centre-ville. Finalement, notre activité a réellement démarré en juin de cette année, en juin de 2020. Et là, vous constatez qu'il y a beaucoup de vélos qui sont déjà en circulation pour traiter beaucoup de fret. Et ce fret continue d'augmenter par bonheur tous les jours et toutes les semaines. Et par bonheur, toutes les semaines, nous avons de nouveaux chargeurs qui arrivent pour nous confier leur fret, puisqu'ils sont convaincus par le modèle économique qu'on propose. Voilà pour une petite mise en lumière de ce type d'application qui s'appuie vraiment sur cette idée de conteneurisation. Alors, juste passer à la slide suivante. Voilà. Où on retrouve en fait ces ruptures de charge, mais qu'on a essayé de simplifier et de maximiser avec le transfert par contenant multiple depuis les zones logistiques situées aux abords du port autonome de Strasbourg vers le centre-ville et après utiliser le véhicule le plus adapté pour livrer en centre-ville, dans les zones piétonnes, dans les zones très contraintes pour des véhicules légers même, d'utiliser le vélo. Et vu la diversité des flux à livrer en centre-ville, on a aussi élargi les contenants possibles pour s'adapter
à la diversité et de pouvoir proposer de la température dirigée aussi, avec des contenants isothermes agréés ATP pour la livraison à toute heure et dans n'importe quelle zone piétonne qui serait inaccessible à un véhicule frigorifique, de pouvoir livrer ces marchandises. Et après, des applications plus spécifiques pour des lecteurs postaux où on a vraiment des conteneurs qui sont adaptés avec le support de trolley ou autre pour faciliter la tournée des facteurs, tout en ayant cette capacité à conteneuriser et à transférer les marchandises d'un véhicule à un autre pour simplifier et flexibiliser la chaîne logistique du dernier kilomètre. Voilà un petit peu la présentation que je voulais vous proposer pour voir un petit peu que sur la logistique urbaine, le vélo peut être une réponse à partir du moment où on arrive à l'intégrer plus facilement dans la logistique urbaine et que le recours à un véhicule supplémentaire ne génère pas de rupture de charge pénalisante d'un point de vue économique et temporel. Voilà, je ne sais pas s'il y a des Merci Charles questions. pour cette présentation. On voit bien le dernier maillon de la chaîne, le maillon beaucoup plus local, beaucoup plus dense en termes de population et couvert notamment par la solution fleximodale. Finalement, alors j'avais moi une question que je voyais au départ pour MyLeak, mais finalement elle est plus large et elle s'oriente vers vous trois. On a beaucoup parlé d'absence de données sur les flux, l'absence de données sur le type de chargement, etc. Comment est-ce qu'il est possible, alors est-ce que vous arrivez déjà à partager ces informations? Comment les partager, comment mieux les partager pour mieux dimensionner peut-être, on parlait de hub tout à l'heure, de hub logistique, comment dimensionner ces hubs, comment dimensionner peut-être plus de parcours ou de voies cyclables qui permettent justement à un fleximodal, par exemple, de pouvoir charger et transporter davantage en milieu urbain. Donc, du coup, finalement, il y a à la fois une question, voilà, côté donneur d'ordre, côté autorité organisatrice de la mobilité, en tout cas au sens des déplacements, et puis finalement, comment est-ce que vous, en tant que transporteur, vous partagez aussi ces données-là? Je vais te laisser mes collègues surtout répondre parce qu'on n'est pas transporteur directement, on est fabricant de matériel pour des transporteurs. Maëlie, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Mais finalement, nous, pas tant que ça, en fait, parce qu'on n'a que des éléments de réponse indirects par les comptages qu'on peut faire. Et encore, ces comptages ne sont pas spécifiques sur le transport de marchandises. Et par ailleurs, les éléments de données qu'on a, il y a une base de données qui s'appelle Fretter, qui a été développée par un organisme de recherche, le DAET, qui est assez parcellaire, en fait. Il n'y a pas du tout toutes les données. Et ce qu'on a compris, c'est que il y a une problématique pour les transporteurs de garder aussi la confidentialité de leur la livraison, le lien directement avec les clients dans un environnement qui est très concurrentiel. Et donc on avoue qu'on n'a pas la solution encore et qu'il y a surtout des choses à développer pour, comme vous le dites, ces données, elles nous sont nécessaires pour dimensionner de notre côté les infrastructures qui permettent à la logistique de bien fonctionner. Mais de l'autre côté, il faut que les sociétés puissent les partager de manière la plus sécurisée possible. J'ai plutôt posé la problématique que d'apporter une réponse. Ouais. J'imagine que ce sont des sujets que vous abordez également en groupe de travail, probablement. Donc, mais en C'est ce effet, qu'on va faire, mais comme les groupes n'ont pas commencé, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, ouais, toute la difficulté de bien pouvoir comprendre, dimensionner finalement tous ces flux. Très bien. Plus une question du coup pour Charles qui vient de nous être posée par Benoît Trouvé. Une question sur les émissions liées à l'analyse du cycle de vie. Du coup, une comparaison de ces solutions par rapport aux véhicules utilitaires légers, diesel classique. Alors, Ouais. Alors, sur Charles la ou partie Vincent. vélo, Ouais. en tant que tel, il y a pas trop de problématiques et d'enjeux. Je pense que le match est largement plié. Après, effectivement, sur une chaîne globale où on va introduire un flux massifié, que ce soit du fluvial ou du routier, ou il y a des projets aussi autour du tram, on va faire intervenir des véhicules plus massifs. Mais justement, cette massification et cette capacité aussi à gérer de la reverse logistique en même temps
va permettre de diluer les émissions de ce type de véhicule sur des flux beaucoup plus importants. Mais alors, pour répondre précisément à la question, aujourd'hui, le projet qui a été présenté ici d'un de nos clients à Strasbourg est en cours d'évaluation. On n'a pas encore les données précises. Et on est sur un projet aussi pilote, dans le sens où vous avez pu le voir que le matériel n'était pas forcément encore spécialement dédié à la logistique urbaine et optimisé pour cela. Donc, il y a certainement aussi des pistes fortes d'optimisation sur le type de matériel fluvial en particulier qui a été utilisé pour pouvoir massifier encore plus et optimiser les émissions de la chaîne globale depuis les entrepôts. Vincent, un commentaire peut-être? Ouais, mais je voyais l'exemple sur Strasbourg du coup est bien pris parce que c'est vrai qu'on peut le transposer un petit peu à Nantes avec l'accès en direct en centre-ville. Donc effectivement, c'est bien transposé. Et après, je sais pas, ouais, au niveau des moyens de déchargement des bateaux, là, on voyait que c'était encore un petit peu avec le tractopelle, c'était un peu compliqué. Donc à voir après ce qui peut être mis en place, quoi. Ouais, là, en l'occurrence, c'est des grues électriques, hein, c'est plus les tractopelles thermiques. D'accord. D'accord. Donc la chaîne complète est bien considérée, la chaîne responsable complète est bien considérée. Ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Bon, on a une question sur la connexion à la plateforme Glinko hein, aussi, mais ça, je pense qu'en prenant contact directement avec Vincent, vous aurez tous les éléments. Moi, j'avais Écoutez, une en tout cas, question pour Fleximodal, si c'était possible. allez-y, Parce que je allez-y. n'ai pas complètement compris. Je trouve le concept hyper intéressant. Et en effet, comme le disait Vincent, on a envie de l'appliquer à Nantes. Vous en êtes où justement concrètement? Je n'ai pas très bien compris le niveau de maturité de votre entreprise. C'est-à-dire que là, il y a une expérimentation à Strasbourg, c'est ça? Et donc, pour l'instant, ce n'est pas encore développé au niveau industriel. Vous avez êtes en train de rechercher peut-être d'autres donneurs d'ordre ou d'autres territoires d'application pour pouvoir aller plus loin dans le développement? Oui, alors en fait, j'ai peut-être omis une petite dans mon introduction. En fait, nous, on est fabricant de matériel pour la livraison à vélo. Donc, on est fabricant des remorques qui permettent de soulever et transporter les contenants que vous avez pu voir dans le cas de Strasbourg, mais on n'est pas directement exploitant de transport. Donc, nous, de notre côté, on est industriel et notre solution est commercialisée maintenant depuis 5 ans à travers l'Europe. Mais après, on peut vous mettre en contact avec des exploitants comme celui qui a été illustré à Strasbourg, qui est aussi sur un déploiement actuellement. Donc, il peut être intéressé par des échanges avec vous sans souci. Ouais. Ouais, puis on retrouvera aussi des acteurs parmi le réseau ID4Car, des acteurs des mobilités douces qui du coup, dans ce monde-là, pourraient en effet, pourquoi pas, être équipés de la remorque fleximodale et pouvoir transporter de façon responsable cette logistique du dernier kilomètre. Merci à vous trois. C'est vrai qu'en petite synthèse, on a pu voir en effet l'ensemble des contraintes, mais aussi des incitations qui sont apportées par les donneurs d'ordre, par les autorités organisatrices des déplacements, des mobilités. Merci Malik Khoury, côté Nantes Métropole. On a pu également voir deux aspects différents, à la fois, alors je dirais la mobilité moyenne, voire longue distance, avec l'application, et du coup l'application Glinko pardon, qui permet de pouvoir mutualiser, de pouvoir réduire le nombre de trajets à vide, aller comme retour sur des véhicules inférieurs à 3,5 tonnes. Merci Vincent Rico, côté Glinko. Et puis Merci à du coup, vous. pour compléter sur la partie dernier kilomètre, avec cette technologie développée ce produit développé par Fleximodal, finalement ce dernier maillon de la chaîne qui peut, dans des environnements parfois contraints, dus à du trafic routier important, permettre de livrer de façon responsable, de façon douce, même en milieu très urbanisé. Merci Charles Levillain, du coup, côté Fleximodal, pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous trois, du coup, de façon générale. Merci à l'ensemble des participants. N'hésitez pas
à nous poser les questions. Le webinaire sera disponible dans quelques jours sous forme de replay. N'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, vers ID4Care de façon générale. Vous avez à l'écran les événements qui vont arriver dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à vous y connecter, à regarder sur notre site web pour avoir plus de renseignements, pour vous y inscrire notamment. Et puis écoutez, on vous donne notamment rendez-vous lors de ces événements. Et puis, écoutez, à très vite et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Merci Au à vous. revoir. À À bientôt. bientôt, au revoir. Merci à tous, au revoir.